Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast concernant la communication dans la survenue des événements indésirables graves associés aux soins. Il s'agit d'un nouveau podcast dans le cadre de la semaine de sécurité du patient concernant le rôle de la communication dans la survenue des EIGS avec un rétex, cas clinique et des outils. Le cas clinique a été analysé de façon approfondie et a mis en évidence une communication inadéquate à plusieurs niveaux dans le cadre de soins au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé. Dans le cadre réglementaire, il est rappelé que la déclaration des événements indésirables graves est une obligation légale selon le décret de 2016. Les structures régionales d'appui, comme le CK en Nouvelle-Aquitaine, accompagnent les professionnels de santé dans l'analyse des causes profondes et apportent un soutien à la mise en place de plans d'action pour prévenir de nouveaux événements. Cette analyse est élaborée grâce au système Alarme pour se poser les bonnes questions et retrouver les facteurs latents en lien avec le patient, les professionnels de santé, l'équipe, les tâches, mais aussi l'environnement de travail, l'organisation ou le contexte institutionnel. Il est également identifié les barrières de prévention, détection, récupération et d'atténuation qui ont été mises en place ou non dans le cadre de la prise en charge du patient. L'ensemble permettant ensuite d'élaborer des actions pour prévenir les événements. Dans le cadre de cet événement indésirable grave, la patiente est hospitalisée aux urgences du fait d'une douleur du membre inférieur. Elle a un antécédent d'artérite des membres inférieurs bilatérale, connu et suivi en chirurgie vasculaire, et il est suspecté un hématome compliquant une angioplastie fémorale. Après avis du chirurgien, la patiente est hospitalisée dans son service et il est prescrit un angioscanner des membres inférieurs. La patiente est préparée, hydratée, avec adaptation de ses traitements, et admise en imagerie pour l'angioscanner de l'aorte et de ses branches avec injection de produits de contraste iodé. À 10h44, elle est en attente dans la salle d'attente d'imagerie pour un retour dans son service d'hospitalisation. Elle décrit 2 minutes après une sensation de chaleur avec érythème diffus, prurite, malaise et dyspnée. Elle sera allongée sur un brancard de la salle de préparation d'imagerie, donc transportée dans une autre salle, avec administration d'oxygène aux lunettes et augmentation progressive du débit. Le médecin radiologue est rapidement contacté par téléphone. Il est dans une autre salle réalisant un geste technique. Il propose par téléphone le diagnostic de malaise vagal et autorise le retour dans le service d'hospitalisation avec le brancardier. Le brancardier annonce le retour de la patiente en chirurgie sous oxygène car elle a fait un malaise. Il prend en charge la patiente en fauteuil roulant sous 6 litres d'oxygène aux lunettes avec une bouteille transportable. Dans l'ascenseur, la patiente va se dégrader. Quelques minutes plus tard, à son arrivée en chirurgie, l'infirmière va rapidement constater l'état clinique défaillant, modifier l'oxygénothérapie, mesurer les constantes vitales et appeler avec le téléphone portable du service le chirurgien référent qui est au bloc opératoire. Non disponible, il prévient son collègue du service voisin en médecine pour qu'il prenne en charge la patiente. Le médecin du service voisin prend immédiatement en charge la détresse vitale et prescrit le traitement d'un choc anaphylactique et d'un œdème de Quincke. Il appelle le médecin des soins intensifs pour adapter la prise en charge et suivra la patiente jusqu'à l'admission aux soins intensifs à 12h20. L'évolution sera favorable et le bilan d'anaphylaxie est prélevé au moment de l'admission en soins intensifs. La patiente retournera en chirurgie vasculaire et sortira de l'hôpital sans séquelles. La pharmacovigilance interrogée après la réalisation des tests allergologiques va confirmer l'imputabilité du produit de contraste iodé. La patiente sera informée et aura une carte d'allergie au produit. Si on examine les causes immédiates de cet événement, il y a des anomalies de la communication verbale avec un contenu du message inapproprié en termes d'alerte, des propos non standardisés à 2 reprises. Une communication non verbale avec les signes cliniques de la patiente qui sont mal compris par le brancardier et une communication du protocole de prise en charge de l'anaphylaxie et de l'urgence non diffusée dans nos services d'imagerie de manière appropriée. Si on s'interroge de façon plus précise sur ces défauts de communication, il y a des défauts de communication verbale en termes d'alerte auprès du radiologue, mais aussi des médecins des urgences et des soins intensifs qui doivent intervenir en cas d'urgence vitale, en termes de transmission orale par le brancardier à la chirurgie,
de transmission écrite de l'allergie non tracée dans le dossier médical et sur le bon d'imagerie, la transmission écrite du protocole d'anaphylaxie d'urgence vitale non diffusé dans le service d'imagerie. Par ailleurs, il existe une sous-estimation des signes de gravité, des signes d'anaphylaxie notamment, et de prise en charge de cette dernière qui ne sont pas maîtrisés dans le service. Parmi les autres facteurs alarmes, il y avait des défauts au niveau de l'organisation, en termes d'encadrement, en termes de cadre médical non joignable, de procédures non accessibles, de médecins responsables non joignables qui ne se déplacent pas du fait de ces activités, une formation continue insuffisante dans le cadre des urgences vitales de ce service, un système d'information prioritaire absent. Enfin, des moyens d'organisation de procédures d'urgence vitale dans le service et intra-établissement mal diffusés. Dans le cadre de l'environnement, il manque des locaux de prise en charge et de surveillance appropriés, du matériel en termes de chariot d'urgence et un logiciel informatique non ergonomique car non accessible en cas d'urgence alors qu'il contient dans sa base documentaire ce fameux protocole. Dans le cadre des barrières, les barrières de prévention comme la diffusion de la procédure d'urgence vitale n'a pas été opérationnelle. Sur le plan de la détection, récupération, atténuation, les signes d'anaphylaxie et de gravité n'ont pas été identifiés ni pris en charge et la procédure d'urgence et de l'alerte à un médecin n'était pas connue. Dans le cadre des actions, il était proposé la prise en charge des événements allergiques et des urgences vitales, d'améliorer la communication entre soignants et de savoir transmettre une alerte, d'organiser le chariot d'urgence et de savoir l'utiliser, ainsi que diffuser la procédure d'urgence vitale. Enfin, l'ensemble des personnels de tout l'établissement et de ce service en particulier ont été formés aux procédures et gestes d'urgence. Pour améliorer la communication, nous utilisons tous des temps d'échange, staff, réunions, coordination avec les différents intervenants, que ce soit entre la ville et l'hôpital, des réunions multidisciplinaires, des réunions de service. Nous participons à la tenue des dossiers, mais parfois l'ergonomie des systèmes d'information sont complexes ou inopérants. Les courriers parfois inaccessibles, de même que les fiches de préadmission qui n'existent pas toujours. Et l'espace de santé Amélie qui contient le dossier médical partagé est insuffisamment utilisé et diffusé. L'HAS propose des moyens standardisés de communication, quel que soit le secteur de soins et les circonstances, à adapter à chaque situation. Des moyens simples comme le SAED, nommé SBAR en Amérique du Nord, ou l'IPAS, proposé par la TeamSTEP, qui est utilisé essentiellement pour les transmissions paramédicales. Ces outils sont proposés à des fins d'amélioration de la sécurité des soins. Il faut savoir que l'ensemble des soignants ont des activités, des spécialités différentes, mais qu'ils vont tous collaborer dans des situations parfois de stress. Leur langage est approprié, mais parfois technique, avec des abréviations mal compréhensibles. Il est donc indispensable que les professionnels s'adressent de professionnel à professionnel pour mieux identifier les situations et prendre les bonnes décisions. Les transmissions orales vont compléter les transmissions ciblées de logiciels de soins. On va pouvoir adapter le langage, le mode de communication, car chaque patient est unique et chaque situation va exiger une adaptation de la prise en charge et de l'attention portée au patient. Des outils comme SAED ou IPAS permettent de s'adapter sans oublier les principaux mots-clés. Le SAED, par exemple, vous avez ici deux exemples pratiques, un très simple au cours d'un appel au SAMU et un autre plus complet, plus précis, qui permet d'avoir des éléments cliniques appropriés en fonction de la personne que vous avez soit en ligne, soit en face de vous et à qui vous souhaitez transmettre le patient. Concernant IPAS, il s'agit d'un outil permettant d'identifier la situation du patient, de décrire son résumé clinique, les actions à entreprendre et à prioriser, la situation de conscience des enjeux de sécurité, la synthèse qui est réalisée par le receveur. Comme dans SAED, il y a une reformulation des principaux points. Cet outil nécessite un ajustement à chaque service et une formation et un accompagnement pour être utilisé. En conclusion, la communication est verbale, non verbale, de la part des soignants, mais aussi des différentes équipes, mais le patient et son entourage sont également impliqués. Chaque professionnel de soins, que ce soit en ville ou dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux, va être concerné. Les logiciels de soins qui existent à présent partout sont une source
de données à tenir à jour et à transmettre pour permettre la continuité des soins au cours du parcours du patient. Le patient lui-même est un acteur majeur de ces soins et de la communication verbale, non verbale par son comportement, son attitude, mais aussi par les documents qu'il peut lui-même transmettre aux soignants. S'il est transféré, son dossier médical doit être communiqué, ainsi que les images ou les documents administratifs. Les communications par les moyens IPAS ou SAED permettent d'apporter un message précis et clair, compris par tous. Des documents bibliographiques sont disponibles en ligne et certains sont très, très simples et très clairs pour être utilisés au quotidien. La mission UIGS vous remercie de votre écoute et remercie le professeur Francesco Salvo au Centre régional de pharmacovigilance, le docteur No au CESU 33 pour les formations continues et la plateforme Simba qui permet à chacun de se former à la pratique tous les jours. Demain, vous pourrez retrouver notre prochain podcast, les événements indésirables graves associés aux soins et les voies veineuses périphériques. Je vous remercie.